Bonjour à tous, donc moi c'est Mehdi, ça fait 3 ans et demi que je suis chez Payfit et j'ai rejoint Payfit en tant que presque premier PM sur la partie SIRH. Et en fait quand je suis arrivé, j'ai failli ne pas rester Product Manager. J'ai failli passer Engineering Manager. Je vais raconter cette petite histoire et on va vous raconter des petites histoires de nos premières collaborations chez Payfit. Et en fait quand je suis arrivé, il n'y avait pas vraiment de personnes qui géraient le management des équipes tech, en tout cas sur la partie SIRH. Payfit était coupé en deux, Pay et SIRH. Il n'y avait pas vraiment de manager technique sur cette partie-là. Et j'avais une forte proximité avec les ingés. Et à un moment, un soir, travaillant assez tard, ça on a tous l'habitude, j'étais au bureau avec Phi, Flo, Guilain, les fondateurs. Et j'ai Guilain qui me dit « Mehdi, tu veux pas être engineering manager ?» Du coup, j'ai dit ouais, non, enfin, la technique, j'ai arrêté, c'était il y a longtemps. Je suis plutôt content de faire du produit, mais est-ce qu'on peut recruter de bonnes personnes? Par exemple, Yacine maintenant. Voilà, c'était une de mes premières expériences. Je vais vous raconter celle de Thomas aussi, quand il nous a rejoint. Il m'a rejoint un mois après moi. Et ouais, je pense que vous avez un peu compris. Du coup, il a travaillé sur une première fonctionnalité qui est la gestion du temps, ce qu'on appelle en interne le time tracking. C'est assez complexe, ça ressemble à du calendrier, mais en pas joli, etc. Thomas, en arrivant, il s'est dit « Ok, je vais frapper fort, je vais faire un design de ouf. » Et il est arrivé avec un truc, c'était canon. Sauf que derrière, les techs, ils ont dit « Ouais, ça c'est cool, merci Thomas, mais c'est pas possible, pas chez Payfit. » Bon, du coup, j'ai ramassé Thomas un peu à la petite cuillère. C'était assez compliqué de redonner de la force et vas-y, on repart sur des designs et tout, sur un nouveau projet. C'était assez compliqué, mais du coup, on a réussi. Mais voilà, c'était la première expérience de Thomas. Il est tombé assez bas, mais voilà, aujourd'hui, il est où est-ce qu'il est? Je vais laisser aussi la main à Yacine maintenant pour partager sa première collab chez Payfit. Merci Mehdi. Et bonsoir tout le monde. Moi, ma première collaboration donc avec Mehdi, elle a été très courte, parce que moi je suis arrivé quelques mois après lui, et quelques jours après, il décide de partir 3 semaines à Bali. Donc je me retrouve tout seul. Mais il a fait les choses assez bien, c'est ce que vous voyez sur l'écran de gauche. Il m'a préparé toute une liste de choses à faire, qui était assez claire. Il m'avait prévenu, l'équipe était au courant. Et donc, je fais mon premier, ce qu'on appelle sprint planning. Et à votre avis, on parle de quoi? De tout, sauf de cette liste. Et c'est là que j'ai compris que les problèmes allaient vraiment s'allonger. Et on peut s'amuser un petit peu à lister tous les problèmes que vous avez sûrement déjà rencontrés, notamment ce qu'il expliquait, ces designs. Qu'est-ce que c'est que ces designs, Thomas? C'est pas possible. Ah bon, Mehdi, on réalise aujourd'hui le 14 avril. Ils n'étaient pas au courant. Ou bien des remarques du genre, Yacine, il pense qu'à la tech. D'ailleurs, pour toute la suite, vous pouvez remplacer nos prénoms par le prénom de vos PM ou team lead ou engineering manager et designer. Et des problèmes, j'en ai plein d'autres, du genre, Mehdi, c'est quoi la suite? Comme si le PM était le chef de tout. Et ma phrase préférée, c'est, ah bon, t'as des problèmes, pourquoi t'en parles pas en stand-up? Comme si le stand-up était Moi, en 17 ans de carrière, rarement les moments où j'ai pu résoudre un problème en stand-up. Donc, j'ai qu'une question à vous poser. Est-ce que vous voulez bien faire collaborer le produit, le design et l'engineering? Oui? Allez. Ah, c'est timide, enfin. Ah ouais, d'habitude, ça... Ok. Alors, si c'est le cas, n'attendez rien de votre manager. N'attendez rien de votre leadership, n'attendez rien d'une réorganisation, n'attendez rien d'une formation agile, encore moins de la Triforce. Je provoque un petit peu, mais c'est promis, on va parler un peu de Triforce juste après. Non, plus sérieusement, si vous voulez bien faire collaborer le produit, le design et l'engineering, la clé c'est vous. La clé c'est vous. Finalement, peu importe votre rôle, la clé de la collaboration, c'est vous. C'est à vous de collaborer. C'est très simple, personne ne collaborera avec vous à votre place. C'est à vous d'aller collaborer. Donc si je peux me permettre un premier conseil que vous pouvez appliquer demain matin, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un email pour me dire si vous l'avez bien fait. Moi, mon premier conseil, c'est écrivez comment vous voulez travailler, comment vous voulez collaborer. Expliquez votre approche. Explicitez vos convictions, votre méthode de travail. Précisez vos certitudes. Et ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est que vous avez besoin de l'autorisation de personne. Vous n'avez pas besoin de l'autorisation de votre manager, du leadership ou quoi que ce soit. Premier exemple, moi quand j'ai commencé chez Payfit, je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas dans nos meetings, dans nos rituels.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une page Notion, j'ai écrit un ensemble de rituels, mes certitudes par rapport à la manière de collaborer. Et donc, j'ai justifié le pourquoi de ce type de rituel, qui va y participer, le temps, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a des rituels qu'on a adoptés, d'autres non. Mais j'ai explicité mes certitudes. Lui m'a dit, quand il est arrivé, et c'est assez impressionnant puisque j'ai regardé son calendrier, il a systématiquement, dans tous ses calls clients, en 2018, rajouté des devs dans tous les calls. Donc il y en a qui ont accepté, d'autres non. Pourquoi ? Parce que c'était sa certitude. Lui, il était persuadé que permettre aux devs de participer à des calls clients pour mieux comprendre les problématiques, c'était clé. C'était sa certitude. Il l'a fait, il a demandé l'autorisation de personne. Et Thomas, lui, il avait une autre certitude, c'était plus sur le process de conception. Et pareil, il avait pris une page Notion, il a expliqué, il a dit, bah voilà, le process de conception que je veux faire, c'est ça. Alors ça peut paraître un petit peu naïf, mais c'est cette certitude qui fait qu'on commence un peu à l'écouter, à se dire, ah oui, on va vouloir un petit peu rentrer dans son univers. Si vous me permettez un autre conseil, que vous allez pouvoir appliquer un peu plus tard, parce que ça vous demandera un tout petit peu plus de temps, c'est que maintenant que vous avez clarifié votre approche, c'est à vous de faire le premier pas. Ça va sembler encore naïf, mais si vous souhaitez collaborer avec l'engineering, n'attendez pas le premier pas de l'engineering. Si vous souhaitez collaborer avec le produit, n'attendez pas le premier pas du produit. Si vous souhaitez collaborer avec le design, n'attendez pas leur premier pas. Pareil, quand j'ai débuté donc, sur les notes de frais, le module est l'air simple, hein, je prends mon ticket de caisse, je scanne et ainsi de suite, mais derrière, dans l'usage, c'était un peu plus complexe, et je ne voulais pas spécialement, moi, en tant qu'engineering manager, m'appuyer à chaque fois sur Mehdi pour lui demander comment ça marche. Donc ce que j'ai fait, volontairement, c'est pendant quasiment 1 an, je me suis occupé du support en première intention, c'est-à-dire dès qu'un ticket de support arrive, eh bien, au lieu que ce soit Mehdi qui le traite, c'est moi qui lis, qui essaye de comprendre, qui essaye de reproduire. Je discute avec d'autres personnes, Customer Care, et ainsi de suite. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de rentrer petit à petit dans l'univers du produit que je ne connaissais pas. Mehdi, lui, comme vous le savez, on a quand même beaucoup de données sur nos clients, sur nos employés. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'il a besoin en fait de l'explorer pour pouvoir exploiter et confirmer certaines de ces hypothèses. Donc au lieu d'aller demander à chaque fois au dev, est-ce que tu peux me faire la requête pour que je puisse récupérer telle donnée, et ainsi de suite, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est posé avec nos devs, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche, et ainsi de suite. Donc c'est Mehdi qui a fait le premier pas pour rentrer dans l'univers de l'engineering. Et dans le cas de Thomas, c'est aussi sa sensibilité, il a besoin de comprendre le rapport qu'ont les utilisateurs par rapport à ce qu'il a imaginé. D'accord ? Donc il a besoin de feedback, il a besoin des retours utilisateurs. Donc il ne va pas attendre que Mehdi lui compile, c'est lui-même qui va aller lire, par exemple, les feedbacks des deal lost, qui va aller récupérer les feedbacks des sales, qui va nous aider à les compiler. Et donc c'est lui qui fait le premier pas dans l'univers du produit, il n'attend pas que ça arrive. Donc j'espère qu'avec ces exemples qui paraissent très simples, vous pouvez comprendre que peu importe votre rôle, finalement peu importe votre organisation et surtout peu importe votre expérience, vous avez la main pour démarrer une collaboration. Donc dans notre cas, chez PayFit, on a adopté en septembre 2019 le concept de Triforce pour pouvoir bien faire collaborer le produit, le design et l'engineering. Donc ça a été un concept qui a été introduit par le Head of Design à l'époque d'Airbnb vers 2017. Et finalement, vous allez trouver, si vous cherchez un peu sur le net, vous allez trouver très peu de détails et de littérature. Si vous cherchez Triforce, vous allez tomber sur Zelda. Et finalement, vous allez tomber que sur son talk, un podcast de 40 minutes. Donc on va essayer de vous donner un peu quelques billes sur nous, comment on se l'est approprié. Donc la Triforce, qu'est-ce que c'est ? C'est une organisation où le produit, le design et l'engineering forment une structure. Une structure sans hiérarchie. C'est-à-dire on n'a aucune dominance hiérarchique entre nous. Ce n'est pas mon manager, je ne suis pas le sien, et ainsi de suite. Et c'est surtout une structure où on va essayer de chercher l'équilibre dans nos compétences, dans nos métiers, mais surtout dans notre prise de décision. Donc on fait des décisions qui sont communes. On est aligné sur notre décision.
Ce n'est pas le produit qui décide, ce n'est pas le design qui décide, ce n'est pas moi qui décide au niveau de l'engineering. Dans cette structure, on va être accompagné de contributeurs. Donc les contributeurs, en général, ce sont des software engineers, des développeurs, mais finalement, ça peut être n'importe quel métier qui va venir nous accompagner dans notre mission. Et justement, l'essence et la mission même de la Triforce, c'est qu'on va avoir un scope commun, on va avoir un but commun, on va avoir un objectif commun, on va avoir un impact qui est commun, et finalement, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez devant le terme commun. C'est ça la force de la Triforce. C'est également un état d'esprit qu'on va retrouver à tous les niveaux, c'est-à-dire cette notion de Triforce, on ne la retrouve pas forcément nous à niveau de directeur, on va la retrouver plus haut. Il y a une Triforce au niveau des VP, VP Product, VP Design, VP Engineering. On va la retrouver même au niveau du C-Level, du CTO, CPO et ainsi de suite. Et on va la retrouver dans une organisation un peu plus tactique, avec le Product Manager, le Product Designer et le Team Lead ou Engineering Manager ou Tech Lead. C'est vrai que les termes peuvent changer en fonction des organisations. Et donc, ce qui est intéressant dans cet état d'esprit, c'est que ça va vous aider en fait à trouver plusieurs choses. La première, ça va vous aider à trouver une certaine stabilité. Pourquoi ? Parce qu'on multiplie en fait les compétences comme des fondations. Ça va également aussi vous aider à ce qu'on appelle l'élévation continuelle, c'est-à-dire en fait vous allez avoir un dynamisme. Vous êtes plus, vous êtes 3, il va y avoir ce mouvement qui fait que vous allez toujours avancer. Et ça va également vous aider à trouver une force dans l'impact que vous allez avoir sur votre produit, sur vos utilisateurs et ainsi de suite, parce qu'il va y avoir toute une énergie qui va se dégager de ce trio. Donc on a adopté, nous, la Triforce en septembre 2019, mais on n'avait pas la notice. Voilà, les VP sont arrivés, les 3 VP de l'époque, donc Seb, Pierre-Alain et Léa. On dit voilà, il faut adopter la Triforce, il faut adopter cet équilibre. Et donc nous, par quoi on a commencé ? On a vraiment commencé par la notion de process, c'est-à-dire entre nous, comment on va collaborer. On est parti de la certitude de Thomas, le product designer, sur le double diamant. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ou qui ont déjà appliqué le double diamant. Juste pour rappeler, c'est un process de conception, il y en a d'autres. C'est un process de conception en 4 étapes. Première étape, une discovery. Je regarde s'il y a vraiment un problème, c'est quoi le problème de mes clients. Mais surtout, la question, c'est est-ce qu'il y a vraiment un problème. La partie define, j'essaie de répondre grâce à une solution. La partie design, c'est cette solution, je vais la rendre réalisable. Et la partie delivery, je la rends réelle. J'exécute et je la livre. Ce qui se passait avant, de manière un peu classique, c'est que finalement, à chacune de ces étapes, on va retrouver un honneur. Le designer ou le PM qui va s'occuper de la discovery, puis souvent en binôme vont faire la partie define. Le designer, en pensant avoir compris la solution, il est dans son tunnel, dans sa phase de design, et il livre des designs, comme ce qu'a pu faire Thomas, super léché. Et nous, on arrive à la fin en disant, voilà ce qu'il faut faire, il faut exécuter, et il faut le faire dans pourtant 3 semaines. Ce qu'on a fait, c'est que finalement, on s'est dit, avec cette notion de Triforce, c'est qu'il n'y aura plus de honneur par partie, par étape. En fait, finalement, on va retrouver des honneurs sur chacune des étapes, par exemple, qui vont constituer la discovery, comme j'ai besoin de faire un benchmark, j'ai besoin de faire des interviews, j'ai besoin d'envoyer des surveys à nos clients. Et finalement, on va mélanger nos rôles sans forcément tomber dans « Ah oui, Mehdi va faire que des interviews » ou ainsi de suite. Par exemple, dans ce cas-là, c'est moi qui vais rédiger le survey, qui vais l'envoyer à nos utilisateurs et ainsi de suite. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça montre le début. Finalement, on entend souvent le cliché « Ah oui, mais l'engineering arrive qu'à la fin ». Et là, finalement, c'est une astuce, une solution pour pouvoir faire intégrer tout le monde et faire collaborer tout le monde à différentes étapes du processus. Donc, dans les faits, qu'est-ce que ça donne ? Par exemple, sur notre outil de performance review, on a fait notre plan de discovery sur Notion avec les 4 phases, avec différentes étapes, des étapes qui peuvent changer en fonction du type de projet. Et ce qui est intéressant, ce que vous voyez là, c'est qu'en fait, c'est Mehdi et moi qui avons conduit les interviews. Et donc, moi, dès le début, j'étais inclus sur là,
c'est quoi la problématique des entretiens annuels, des entretiens professionnels et ainsi de suite de nos clients. Pour pouvoir embarquer tout le reste de la team, tout le reste des collaborateurs, dans chacune des étapes que vous voyez, par exemple dans la phase d'interview, on a décidé à chaque fois de résumer toujours de la même manière, d'utiliser à chaque fois la même template pour lorsque les gens lisent, nos conclusions ne soient pas perdues. Donc là, vous voyez 3 colonnes. C'était la conclusion de l'interview avec ce que les clients ont vraiment aimé, leurs doutes et leurs questions. Et la dernière colonne, c'est sur les opportunités. Et là, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs fois, nos clients nous disent « Ah oui, mais j'ai besoin de faire des templates, je veux faire des templates par équipe, des templates d'entretien par personne, et ainsi de suite. » Et c'est ce qui est intéressant, c'est que moi, ça me met la puce à l'oreille. Je me dis « Ah tiens, pourquoi on parle souvent de templates ?» Et ce que je fais avec l'équipe d'engineering, sans forcément parler de schéma, d'architecture et ainsi de suite, je leur demande, au fait, voilà la conclusion de notre discovery, du moins de l'interview, c'est quoi votre ressenti? On ne sait pas encore comment je vais résoudre le problème, on ne sait pas encore qu'est-ce que je vais apporter comme solution. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de commencer à leur donner des billes pour que les contributeurs aussi se projettent. Et là, toujours sur Notion, je n'ai pas de schéma d'architecture. Je leur demande, par rapport à les hypothèses qu'on a fixées sur la gestion des templates, en fait, quel va être potentiellement notre effort? Quel est votre feeling? Est-ce que vous sentez que c'est des choses qu'on peut faire facilement? Est-ce qu'il y a des dépendances et ainsi de suite? Donc, dès le début, grâce à ce schéma d'impliquer un peu tout le monde, ça permet d'avoir en fait cette projection et cette implication de toute l'équipe. Avec les process, ce qui va être aussi intéressant, c'est après en termes d'exécution, comment ça se passe au quotidien. Et j'aimerais rentrer dans un rituel en détail. On entend beaucoup parler, oui, sprint, souvent quand je vois des candidats, oui, combien, les sprints de 2 semaines et ainsi de suite. On a voulu essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Et finalement, nous, on est parti, j'ai poussé un petit peu pour qu'on parte sur des cycles de 6 semaines. Ça peut être 6, ça aurait pu être 4, ça aurait pu être 8. Je suis parti sur des cycles de 6 semaines parce que je voulais laisser la place à la réalisation. Et ce qui va être intéressant dans ces cycles de 6 semaines, et là je vous ai montré un exemple du 14 février jusqu'au 25 mars, ce qui va être intéressant, c'est que on ne partira jamais d'user story. On ne partira jamais d'un board Jira ou d'un board Notion et ainsi de suite. On commencera un cycle en se posant toujours la question, OK, sur ce cycle-là, sur ces 6 semaines, quel est l'ensemble des problèmes que je souhaite résoudre? Quelles sont les solutions que je souhaite apporter? Et quels vont être nos objectifs? Et ça va être notre ligne de conduite pendant tout ce cycle-là. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'au 14 février, moi, j'ai pas peur de dire que le 25 mars, je livre quelque chose. J'ai pas peur. Alors, ça va peut-être pas correspondre à tout ce qu'on a mis, mais ça me laisse le temps de réaliser, ça me laisse le temps d'exécuter, ça me laisse le temps de nous aligner, et ainsi de suite. Donc, sur ce cycle de 6 semaines, on vous a mis un petit peu le détail des rituels, et vous allez voir qu'on n'en a pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. On a 2 rituels par semaine qui vont être quasiment identiques chacune des semaines. Et je vais vous expliquer pourquoi on n'en a pas énormément. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va commencer par quelque chose qui est assez classique, c'est le planning, ce qu'on va se mettre d'accord. Il va falloir pour pouvoir atteindre ces objectifs, voilà les stories qu'il va falloir réaliser. Et on ne va pas se voir tout de suite. On ne va pas se voir le lendemain, on ne va pas faire un stand-up et ainsi de suite. On va se voir un tout petit peu plus tard dans la semaine pour pouvoir laisser aussi le temps aux contributeurs de s'imprégner, de challenger, peut-être de se voir, de se synchroniser, de challenger, de dire, et ainsi de suite. On se voit un tout petit peu plus tard dans la semaine. Et la semaine d'après, on se verra cette fois-ci un peu plus tôt pour pouvoir terminer la semaine sur une review qui va permettre un petit peu d'avoir comme un jalon pour un peu calibrer les différents objectifs qu'on s'était fixés. Pareil, je vous montre un petit peu un exemple de planning. Et c'est vrai que quand on parle planning, on pense tout de suite au board Jira. Nous, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, on va partir sur un certain nombre d'outcomes, donc d'objectifs. Et vous voyez des prénoms, vous voyez Catherine, Thomas, ce n'est pas des collègues, c'est nos personas, c'est nos persona users. C'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir attaquer un cycle, ou sprint comme vous le voulez,
En fait, là, on va se concentrer, c'est pas sur le board de Jira, mais c'est vraiment sur l'outcome qu'on va vouloir atteindre chez Catherine, qui est l'admin RH de nos clients, ou bien chez Thomas, qui est le manager, qui n'est pas très à l'aise avec les outils digitaux. Et à chaque refinement, c'est-à-dire à cet événement qu'on fait soit en fin de semaine, soit en début de semaine, on ne part pas du board Jira, on fait toujours un rappel de ces outcomes. Et ensuite, on va faire comme un stand-up, on va faire comme un tour de table. Et chaque personne doit expliquer non pas ce qu'on a fait aujourd'hui, la veille, ainsi de suite, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour pouvoir atteindre ces outcomes. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous racontez des choses qui n'ont rien à voir, c'est que voilà, on s'est éloigné de nos objectifs. Et ensuite, on laissera toujours la place et la parole, comme vous le voyez, à la Triforce. Quand je dis la Triforce, ce n'est pas forcément nous, mais il y a toujours une place pour l'engineering, pour le produit, pour le design, pour soit challenger, soit parler de n'importe quel sujet. Il y a vraiment la place pour tout le monde. Et c'est ensuite qu'on commence à reprioriser. On n'a pas peur de retirer des stories si on se dit on en a mis trop ou s'il faut en rajouter et ainsi de suite. Et donc pour terminer, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être très classiques, mais nous, qu'on ne fait pas. On ne fait pas de stand-up. Typiquement, on ne fait pas de stand-up. Pourquoi ? Parce qu'on veut pousser vraiment la team à l'autonomie. On veut les pousser à communiquer, pas forcément à 11h30 tous les jours, s'il y a un problème, et ainsi de suite. La communication, elle doit être continuelle. On ne fait pas d'estimation. Pourquoi ? Parce que sinon, on va être trop concentré sur une story elle-même. Et on se dit, est-ce que c'est 3 points ? Est-ce que c'est du L ou c'est du XL ? Non. Moi, mon intérêt, c'est, voilà, on s'est engagé à résoudre tel problème. L'idée, après, c'est de manière asynchrone ou synchrone, c'est de s'aligner sur la complexité. Et le dernier point, comme je vous disais, on ne passe pas en revue Jira. Alors, je parle de Jira parce que c'est notre tool, mais on va l'utiliser comme vraiment pur outil de task management, mais on va être très très loin du board. On va vraiment plutôt rester vraiment concentré sur les outcomes que je vous citais au début. Et si je peux me permettre de terminer avec une règle pour votre collaboration, c'est lors de vos rituels, concentrez-vous sur le produit, le design et l'engineering. Et je passe la suite à Mehdi. Alors moi j'ai une question pour vous. Selon vous, quel est le point commun entre Nabila et un bon product manager ? En fait, ce sont tous les deux des influenceurs. Vous connaissez tous cette phrase qui dit que le PM, c'est le CEO de l'équipe, blablabla. Bon, je ne vais pas débattre là-dessus. Il y a du vrai, il y a du faux, bon, ça dépend. Une chose est sûre, comment vous voulez être CEO de l'équipe sans pouvoir sur le design, sans pouvoir sur l'engineering, sans pouvoir sur le budget, comment vous allez recruter, ni même sans savoir finalement la stratégie de l'entreprise. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit qu'un bon product manager sait influencer sans autorité. C'est vrai, on est au carrefour de toutes les discussions, de tous les métiers de l'entreprise, et mine de rien, on doit aller dans des directions, mais on n'a aucun pouvoir pour le faire. Et en fait, nous, avec la Triforce, on a réussi à trouver le moyen d'influencer sans autorité, grâce à un outil qui est très simple, c'est la communication. L'influence du produit sur le design. Alors, parfois, c'est assez difficile de communiquer avec le design, on ne se comprend pas très bien. Moi, au début, avec Thomas, ce n'était pas forcément facile d'aller dans la même direction. Ça prend un peu de temps. Ça n'a pas été facile au début, mais aujourd'hui, avec du recul, on a trouvé des mécanismes qui fonctionnent plutôt bien et qui nous aident à collaborer et qui m'aident aussi à avoir de l'influence sur le design, n'ayant aucune connaissance particulière à l'époque sur le design. Premier point, première chose à faire, ça va paraître bateau, mais challenger le design. Toujours challenger le design. Et challenger, c'est pas mets-moi ce bouton en bleu, mets l'interface comme ça, mets ce truc de ce côté-là, etc. Non, là, vous allez plus le faire chier qu'autre chose. C'est pas ça, challenger. En fait, votre force à vous, c'est que vous connaissez le produit. Vous savez comment les gens vont l'utiliser. Vous connaissez les edge cases. Et c'est grâce à ça que vous devez challenger. Vous devez vous appuyer là-dessus. Vous devez apporter des informations que le designer n'a pas.
Nous, chez Payfit, comment on fait, en tout cas nous dans la Triforce, comment on le fait, c'est qu'on pose des questions à Thomas sur des edge cases et sur des sujets très très précis. Par exemple, quand il va me montrer une interface, je vais dire ok, super, si le client il clique là, qu'est-ce qui se passe? Si je reviens en arrière, je ressors du flow, où est-ce que je vais? Est-ce que tu penses que le client il va comprendre ce comportement-là, etc. Et en fait, je le mets toujours face à des choses qui, moi, me paraissent pas évidentes, pour essayer pour qu'il se rende compte que son design n'est pas forcément abouti. Et surtout, l'idée, c'est de lui permettre de vraiment pousser la réflexion pour qu'il arrive à une expérience qui est parfaite. Donc vraiment, challenger et poser des questions aux designers. Ensuite, encore un conseil qui est assez bateau, toujours repousser les limites. C'est assez humain. On est tous à l'aise dans notre zone de confort. On n'a pas forcément envie d'en sortir. Bon, pour le design, c'est pareil en fait. Une fois, on fait un design, il marche plutôt bien, c'est cool. On le remet, c'est cool. On le remet, bon, c'est cool, mais bon, quand même, on l'a vu un peu partout dans l'interface. Vas-y, propose-nous quelque chose de différent, quoi. Vous voyez à travers les échanges qu'il y a avec Thomas. Bon, alors ça fait un petit moment qu'on se connaît, où je me permets de lui dire c'est moche, mais au début, je pouvais pas trop. Mais ce que vous pouvez voir aussi, c'est que je ne suis pas le seul à challenger et à pousser le design. Il y a toute l'équipe. Il y a Yacine, il y a les team leads, il y a les contributeurs. En fait, Thomas a mis tellement la barre haute, à force qu'on le pousse, que maintenant, c'est devenu normal de le challenger et de le pousser à chaque fois. Bien sûr, tout en se respectant, etc. Bien sûr. Surtout, n'allez pas insulter vos designers demain. Faut les respecter. Surtout parce que c'est beau de challenger, c'est beau de le pousser, mais en fait, c'est vous qui faites le jeu. C'est vous pourquoi? Parce que c'est grâce à vous qu'il va repousser les limites. Parce que vous allez lui donner la vision. En fait, comment vous voulez que le designer repousse ses limites, challenge ses designs, sans avoir une idée d'où est-ce qu'il va aller? D'où est-ce que vous voulez aller? De ce que vous allez mettre dans la roadmap? Quelle est la vision long terme? Cette feature, je la fais à l'instant T, ok? Mais demain, c'est quoi les itérations que je vais ajouter dans cette fonctionnalité? Et en fait, le designer, il a besoin de savoir ça pour comprendre tout le contexte et tout l'écosystème et vous proposer l'expérience la plus aboutie. Parce que sinon, vous allez vous frustrer tous les deux si vous ne lui partagez pas de visibilité sur la vision, la roadmap, etc. Parce qu'il va vous faire des designs qui vont matcher ce que vous avez demandé. Mais intentionnellement, vous attendez toujours plus de lui. Donc pensez à vraiment partager la vision long terme, moyen terme, mais aussi court terme. Ça, c'est un petit tip que je vous donne. C'est quelque chose que je fais. Alors, ça se rapproche un peu de la manipulation, mais faut bien le tourner. Moi, chaque lundi, je partage ma to-do à Yacine et à Thomas sur notre Slack. Et c'est vraiment une to-do macro où je dis, voilà, step by step, vraiment des bullet points, juste ce que je vais faire cette semaine. Donc voilà, ça les rassure, ça leur donne de la vision sur les choses que je vais faire. Mais aussi, c'est un moyen de communication assez important et très malin dans le sens où je peux placer des petits messages subliminales, quoi. Par exemple, là, la semaine précédente, ce message-là, j'étais resté sur ma faim sur un design de Thomas et j'ai pas trouvé les arguments pour le challenger, parce qu'il est bon aussi. Voilà, je n'ai pas toujours les infos dans ma tête. Et je me suis dit, ok, en fait, faut que je continue à challenger ça. Et en fait, en mettant ce message dans ma to-do, dans l'heure qui a suivi, on a revu les designs ensemble, quoi. Et donc, ça a ouvert la discussion. Lui, il était prêt à m'entendre là-dessus. Et on a pu avancer ensemble et on a pu améliorer le design grâce à ça. Donc vraiment donner de la visibilité à la fois à long terme, moyen terme, mais aussi à court terme, c'est super important pour montrer que vous maîtrisez le sujet et que vous allez dans la bonne direction. On a vu du coup l'influence du design, sur le design. Maintenant, on va voir l'influence sur l'engineering. Alors c'est assez compliqué l'engineering. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas forcément un background technique. Puis vous pouvez arriver dans une nouvelle équipe, il faut prendre connaissance avec les personnes, etc. Parfois, vous pouvez être dans des équipes qui sont vraiment drivées par la tech. Là, c'est difficile de s'imposer. Et surtout, que le plus important avec une équipe d'ingé, c'est la proximité. Alors, c'est pas faire des apéros et tout, ça, il n'y a pas de souci, faut le faire. C'est pas ce que je vais vous dire dans les slides après. Mais ça, faut vraiment le garder pour avoir cette proximité. Mais non, c'est vraiment la proximité au quotidien. Moi, un outil, quelque chose que je fais souvent, je ne sais même pas si ça existe, je fais des pré-specs. Avant d'avoir une feature, avant de faire mes specs finales sur une feature, et du coup, je vais faire une vision macro en donnant quand même assez de contexte et d'explications. Et ensuite, je vais demander à quelqu'un de l'équipe, pas Yacine, à quelqu'un de l'équipe, s'il est dispo pour review mes pré-specs. Voilà. Je lui dis, je lui envoie.
vous avez 100% de chance d'avoir des feedbacks. De l'incohérence, des contradictions, des choses qui ne sont pas claires. En fait, ça vous met en évidence tout ce que vous avez mal fait, tout ce que vous n'avez pas pensé, et forcément, vous n'avez pas cette vision tech. Mais en plus de vous donner et d'améliorer vos techs, bah à ce moment-là, bah vous créez un allié. Vous avez un sponsor de vos specs. Donc le jour où vous allez les partager, bah, non seulement lui aura participé, il aura co-construit les specs avec vous, mais il pourra éventuellement répondre à des questions des autres contributeurs. Donc là, vous donnez plus de visibilité, vous rassurez l'équipe, vous avez un allié, et vous avez créé de la proximité avec un contributeur. Pensez à tourner, pas faire toujours le même, parce qu'après ça devient trop facile, et après on anticipe facilement les feedbacks. Ensuite, alors ça aussi c'est super bateau, mais faites des retours rapides. Essayez de vous abstraire des outils. Alors je ne vous dis pas qu'il faut abandonner Jira ou vos outils où vous faites les tickets, etc. Mais c'est bien pour garder des traces, mais le plus important, ça va être d'être la spontanéité. Quand vous êtes en train de review une fonctionnalité qu'un tech, qu'un ingé a développé dans votre équipe, et que vous rencontrez qu'il y a un problème et quelque chose qui ne marche pas, ça arrive souvent, bah, allez pas remplir sur Jira, dire ouais, j'ai fait ce comportement, ça ne marche pas. Faites-le a posteriori, mais là, tout de suite, la première chose à faire, mais allez parler avec l'ingé. Allez le voir, allez lui expliquer. C'est ce que je fais toujours avec la team. Et soit quand ils sont en physique, bon, on se voit et on se pose et on fait le truc ensemble, sinon on fait un call Zoom et on discute. C'est votre responsabilité d'être proactif et d'avoir de la proximité avec l'équipe. C'est vraiment important. Ils ont besoin de ça. Donc rendez-vous disponible. Ensuite, alors ça aussi j'aime beaucoup, inclure les techs dans la conception produit. Ça, vous allez le retrouver dans plein d'articles Medium, plein de process et tout, c'est cool. Comment on fait? Bon, bah, nous, avec la Triforce, on le fait bien. Voilà, Yacine, il est inclus dans la conception globale du produit. Ok, mais les contributeurs. Comment on fait pour les contributeurs? Nous, ce qu'on fait, bah, souvent, avec Thomas, on va souvent très loin dans des designs parfois. On va s'imaginer des nouveaux flows, on va s'imaginer des concepts, etc. Parfois, au bout de 2 heures, on est là, on se dit, ok, attends, on va ralentir un chouille là, et on va se dire, ok, on demande à quelqu'un s'il y a quelqu'un de l'équipe qui est dispo. Et là, tous les 3, on va review le design. Et ça, la force que ça a, bah, du coup, c'est que bah, parfois, il nous dit clairement, là les gars, vous avez fumé, c'est pas possible, on peut pas aller dans cette direction. Et du coup, là, on rétropédale et on adapte notre design. Et sinon, parfois, il nous conforte dans cette décision et dans cette vision, et là, on y va ensemble. Ça aide à les inclure, et ça crée de la proximité, encore une fois, avec un ingé. Pareil, pensez à tourner, et à tourner pour trouver d'autres personnes de l'équipe. Je l'ai dit aussi avec le design, je le redis avec la tech, c'est tellement important. Partagez. Partagez tout ce que vous avez, en fait. Vous êtes vraiment ce hub d'information dans votre équipe. Tout passe par vous, au produit. Et il faut restituer, il faut redistribuer cette information. Partagez la vision, partagez vos doutes, partagez la roadmap, vos échecs, les réussites, les feedbacks, partagez un maximum de trucs. En fait, ils vont se sentir beaucoup plus proches de l'équipe, beaucoup plus proches du produit. Ça, c'est des choses qui sont super importantes. Partager des deadlines aussi. En général, on les partage avant, mais bon, ça arrive qu'on fasse des choses un peu à l'arrache. Donc là, on a vu l'influence sur le design, l'influence sur l'engineering. Donc là, on a fait le tour de la Triforce, mais on voulait quand même vous donner un tip sur l'influence de la Triforce sur l'organisation. C'est aussi important. Nous, on a mis en place, avec Yacine et Thomas, un meeting qui s'appelle le Behind the Scene. C'est un meeting vraiment très simple où on partage des informations, des updates au top management de Payfit, donc les founders, C-level, VP. Et c'est un meeting où on aborde différents types de sujets. Donc on donne de la visibilité sur la roadmap, on donne de la visibilité sur les prochaines étapes, etc. On partage nos réflexions sur le design. Vous voyez qu'on avait des soucis sur une couleur ici. Bon, voilà, on leur partage, on n'attend pas forcément de réponse, mais l'idée, voilà, c'est vraiment de leur donner un maximum d'informations. Et on fait des choses aussi beaucoup plus légères. On se permet, par exemple, ici, on a charrié Firmin, le CEO de Payfit, sur sa gestion du masque, lors de son interview sur Europe 1. Bon, c'est assez marrant, mais voilà, soyez naturel, soyez proche des founders et des CEO et C-level, c'est super important. Ouais, restez vous-même jusqu'au bout.
Si on reprend le concept, ça reste un concept vraiment simple, hein, c'est un meeting bimensuel avec le top management. On a un seul deck de slides qu'on va venir enrichir à chaque fois. Donc là, je crois aujourd'hui, on a 500 slides ou un truc comme ça. Donc en fait, il y a tout l'historique. Donc voilà, si une personne top management pardon, ou même nous, on veut revoir quelque chose qu'on avait fait au début, bah voilà, tout est historisé. Et on aborde vraiment plein de sujets. Vraiment tout, en fait, en toute transparence avec eux. Donc réussite, échec, doute. Il n'y a pas de, voilà, pas de langue de bois là-dessus. Et petit tips, si vous voulez mettre en place ou si vous avez déjà en place ce genre de process ou de meeting avec du top management, pas de bullshit. Eux, s'ils vous challenge sur quelque chose et que vous n'avez pas la réponse, ben vous n'avez pas la réponse. Ok ? Parce que eux vont comprendre que vous n'avez pas la réponse. Et si vous commencez à essayer de baragouiner quelque chose pour essayer de sauver vos fesses, etc., bah ça va être pire parce qu'ils vont se dire ok, bon, en fait, moi j'ai capté qu'ils n'avaient pas la réponse à ma question. Et là, il essaye de m'entuber ou de m'enrouler. Non, soyez naturel, transparent, pas de bullshit. C'est vraiment primordial pour une discussion avec les C-level ou le top management. Vous avez vu, quand j'ai pris la parole, je vous ai parlé de Nabila. Un truc improbable, hein, franchement, en LPC, produit, Nabila, influenceur, etc. En fait, c'est quelque chose, je pense que c'est peut-être le seul truc que vous allez vous rappeler de tout ce que je vous ai dit. C'est pas grave. C'était mon objectif, que vous vous rappeliez de ça. Et en fait, notre second tips, c'est que nous, on essaye de mettre en place du storytelling dans toutes nos communications chez Payfit. Et ça vous permet à la fois d'embarquer votre audience, ça vous permet de rendre simple un sujet qui est complexe, et ça vous permet d'avoir plus d'impact. Donc ce que je vous ai dit sur Nabila, en soi, ça reste simple, hein, on peut faire du storytelling sans avoir de sujet très compliqué, et vous allez vous en rappeler. Et une chose qui est importante aussi quand vous faites du storytelling, donc trouver l'idée, c'est 10%, l'entraînement, la préparation, c'est 90% du reste. Toutes nos communications, même ce que je suis en train de vous dire là à l'oral, ça a été écrit. Ça a été écrit mot pour mot. Ce n'est pas juste des bullet points que j'ai mis dans un Notion. Non, chaque mot, je les ai écrits. Je les ai relus, je ne les ai peut-être pas appris par cœur, mais je les ai relus. Tout est important. Toutes nos prises de parole sont stockées, sont sur Slack, sur Notion, pardon. Et voilà. Et l'entraînement, c'est vraiment la base. Un autre point important du storytelling, c'est le contexte et l'audience. Je vais vous raconter une petite histoire. En janvier, on a mis en place un nouveau process chez Payfit qui s'appelle le Product Day. Ça a lieu 2 fois par an. Et en fait, c'est tous les directeurs produits qui, face au top management, donc VP, Founder, C-Level, vont venir présenter leur roadmap de l'année. Autant vous dire, c'est l'événement un peu stressant quand tu es directeur produit chez Payfit, parce que derrière, ça te débloque du budget, ça te débloque des recrutements, tu vas un peu confronter ta roadmap à des gens qui sont un peu costauds et qui vont essayer de remettre des choses un peu rationnelles sur ce que tu as imaginé. Et du coup, comme toute prise de parole, on s'est dit, on va faire du storytelling. Je crois à ce moment-là, c'était du coup moi qui prenais la parole et je me suis dit, ok, voilà, on fait une nouvelle verticale, people. Donc c'est un peu David contre Goliath. Je tenais un peu mon discours, je me suis dit, parfait, David contre Goliath. Voilà, je vais essayer d'amener le discours comme ça. Et comme tout était en visio, je me suis dit, bon, on va faire un truc un peu sympathique quand même, histoire que l'audience soit captée et l'audience soit captivée. Donc à la maison, j'ai cherché des lunettes et je me suis dit, vas-y, je vais raconter une histoire. Et je vais faire comme le père Castor qui raconte une histoire chez Payfit. Voilà. Et qui dit, j'ai commencé comme ça, David contre Goliath, devant les founders, les C-level, les VP, une trentaine de personnes. Ouais, j'ai raté complètement ce storytelling. Complètement. L'affiche de ma vie. Donc, autant vous dire que c'est super important de faire attention à l'audience et au message que vous voulez délivrer. Voilà. Je suis passé pour un clown, mais voilà, au moins j'espère que derrière, ça vous sera utile. En tout cas, vous ne ferez pas d'erreur si vous restez concentré toujours sur le produit, le design et l'engineering. Merci beaucoup pour votre attention.